Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Dossier délicat, je vais vous parler de Che Guevara, l'un des principaux porte-parole de l'anticapitalisme. Compagnon de route de Fidel Castro, défenseur du tiers-monde et symbole de la révolution internationaliste. Plus d'un demi-siècle plus tard, le personnage séduit toujours. Le révolutionnaire est devenu un mythe à la jeunesse éternelle, un mythe exploité commercialement. Nous verrons que son portrait n'était pas si rose que cela. Ernesto Guevara de la Serna, appelé Ernesto Guevara et surnommé le Che, est né le 14 juin 1928 à Rosario, en Argentine. Toute sa vie, il subit de violentes crises d'asthme qui le font souffrir dès l'enfance. L'obligeant à rester souvent alité, il met à profit les périodes de repos forcés pour étudier la poésie et la littérature. Lisant Pablo Neruda, Jack London ou encore Jules Verne. Ses premiers contacts avec la politique viennent d'un oncle communiste qui a participé à la guerre d'Espagne. Sa mère aussi, qui est une militante féministe et anticléricale, ce qui était assez rare en Argentine à l'époque. En 1948, à 20 ans, il entreprend des études de médecine à Buenos Aires. En 1951, après 3 ans d'études, son vieil ami Alberto Granada lui suggère de prendre une année sabbatique. De cette façon, ils peuvent concrétiser le voyage dont ils parlent depuis longtemps. Traverser l'Amérique du Sud sur une vieille moto avec pour objectif de passer quelques semaines comme volontaire dans la léproserie de San Pablo sur les bords de l'Amazone, au Pérou. Guevara relatera cette épopée dans son livre « Voyage à motocyclette ». Le périple, qui dure 9 mois, mènera Guevara et Alberto jusqu'à Miami, en les faisant passer d'abord par le Chili, où ils doivent abandonner la moto qui était surnommée la Vigoureuse. Ils traversent ensuite la cordillère des Andes et rencontrent le docteur Hugo Peche, spécialiste de la lèpre et fondateur du Parti socialiste péruvien qui influera beaucoup sur les idées de Guevara. Puis, après avoir apporté leur aide dans la léproserie de San Pablo, ils descendent l'Amazone en canoë jusqu'en Colombie et ils décident de se séparer au Venezuela. Dans son livre, il évoque son passage à Caracas et tient des propos que l'on pourrait aujourd'hui qualifier de franchement racistes. Voici un extrait. Les Noirs, ces représentants de la splendide race africaine qui ont gardé leur pureté raciale grâce à leur manque de goût pour le bain, ont vu leur territoire envahi par un nouveau type d'esclaves, les Portugais. Et ces deux vieilles races ont commencé leur dure vie commune, émaillée de querelles et de mesquineries de toutes sortes. Le mépris et la pauvreté les unissent dans leur lutte quotidienne, mais la façon différente dont ils envisagent la vie les sépare complètement. Le noir, indolent et rêveur, dépense ses sous en frivolité ou en coups à boire. L'Européen a hérité d'une tradition de travail et d'économie qui le poursuit jusque dans le coin d'Amérique et le pousse à progresser, même au détriment de ses aspirations individuelles. De retour en Argentine, il termine ses études le plus rapidement possible afin de poursuivre son périple en Amérique latine. Il reçoit son diplôme le 12 juin 1953. Un mois plus tard, le 7 juillet, il entreprend un second long périple à travers la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, le Panama, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Salvador, puis le Guatemala. En Bolivie, il participe à l'été 1953 à la révolution sociale populiste du mouvement nationaliste révolutionnaire, le MNR. Puis s'en détache avec indignation, estimant que cette révolution sociale reste entachée d'inégalités raciales.
Il arrive fin décembre 1953 au Guatemala, où le président dirige un gouvernement populiste lancé dans de profondes réformes sociales. Le gouvernement mène notamment une réforme agraire qui, avec d'autres initiatives, tente d'éliminer un système dominé par les États-Unis. Dans une lettre écrite à sa tante Béatrice, Guevara explique sa motivation à s'établir dans ce pays. Au Guatemala, je me perfectionnerai et accomplirai tout ce qui est nécessaire pour devenir un vrai révolutionnaire. Peu après son arrivée au Guatemala, Guevara rencontre Hilda Gadea Acosta, qu'il épousera plus tard. Elle lui présente de nombreux responsables du gouvernement et lui permet aussi de renouer le contact avec un groupe d'exilés cubains qu'il a déjà rencontrés au Costa Rica. La situation politique change radicalement à partir du 15 mai 1954, 4 mois après son arrivée. Une livraison d'armes et d'artillerie légère arrive de la Tchécoslovaquie communiste. Guevara se rend brièvement au Salvador pour renouveler son visa et retourne au Guatemala quelques jours avant la tentative de coup d'État, appuyée par la CIA, qui accuse le président en place, Arbenz, d'être communiste. Guevara a hâte de combattre pour Arbenz et rejoint dans un premier temps une milice créée par les jeunesses communistes. Frustré par l'inaction de ce groupe, il revient à la médecine. Alors que le coup d'État est en passe de réussir, il redevient volontaire au combat, mais en vain. Arbenz trouve refuge dans l'ambassade mexicaine et demande à ses partisans de quitter le pays. Le renversement du régime démocratiquement élu d'Arbenz par un coup d'État appuyé par la CIA renforce la conviction de Guevara que les États-Unis s'opposeront implacablement à tout gouvernement désireux de corriger les inégalités socio-économiques. Il devient définitivement convaincu que le socialisme atteint à travers le combat et défendu par une population armée est le seul moyen de faire évoluer une telle situation. Arrivé à Mexico début 1954, il rencontre Fidel Castro par le biais de son frère Raúl, 10 mois plus tard, le 8 juillet 1955. Après une conversation d'une nuit entière, le Che devient convaincu que Fidel est le dirigeant révolutionnaire inspiré qu'il cherche et il rejoint immédiatement sa milice appelée le Mouvement du 26 juillet. Qui tente de renverser le gouvernement du dictateur cubain Batista. Durant l'été 1955, Hilda l'informe qu'elle est enceinte et ils se marieront le 18 août. Leur fille, Hilda Béatrice, naît le 15 février 1956. En novembre 1956, Guevara et 82 hommes partent avec Castro pour Cuba. Les guerrilleros sont attaqués juste après leur débarquement par l'armée de Batista, qui a eu vent de l'expédition. Seule une vingtaine d'hommes survivent, les autres étant tués au combat ou exécutés sommairement. Les rebelles survivants se regroupent et fuient dans les montagnes de la Sierra Maestra pour préparer une attaque contre le régime de Batista. Là, ils sont soutenus par les paysans locaux qui souffrent de cette dictature. Le Che souligne l'importance de se faire accepter par la population en fournissant des soins dans les villages isolés ou en alphabétisant les nouvelles recrues au cœur de la jungle. Fin février, paraît dans le New York Times une interview de Fidel Castro. Les répercussions sont énormes et commencent à faire naître dans l'opinion publique nationale et internationale une certaine sympathie envers les guerrilleros. Début 1958, Fidel Castro est devenu l'homme le plus sollicité par la presse internationale et des dizaines de journalistes du monde entier viennent pour l'interviewer. De son côté, Che Guevara est devenu, pour la presse qui défend Batista, le personnage central de la guérilla. Les guerrilleros de Castro et de Guevara s'organisent de mieux en mieux et font reculer de plus en plus l'armée cubaine. Le 1er janvier 1959, un coup d'État militaire dépose Batista, qui prend la décision de fuir en République dominicaine quelques heures après, accompagné de sa famille.
Le 2 janvier, Guevara est nommé par Fidel Castro commandant et procureur suprême. Pendant les 5 mois à ce poste de procureur, il décide des arrestations et supervise les jugements qui ne durent souvent qu'une journée et signe les exécutions de 156 à 550 personnes selon diverses sources. Les accusés sont pour la plupart des officiels du régime de Batista, policiers, hommes politiques ou personnes influentes accusées d'avoir contribué à la répression, à laquelle le régime s'était livré notamment en 1958, juste avant sa chute. Le 7 février 1959, le nouveau gouvernement proclame Che Guevara citoyen cubain de naissance, en reconnaissance de son rôle dans le triomphe des forces révolutionnaires. Castro modifie la constitution du pays pour permettre à un étranger s'étant particulièrement illustré durant la guérilla et ayant reçu le grade de commandant de pouvoir être membre du gouvernement. Le régime devient de plus en plus autoritaire, en partie pour appliquer ses réformes économiques socialistes du type soviétique, mais aussi en réaction aux pressions américaines et d'une invasion qui semble inévitable au gouvernement cubain. L'alignement économique s'accompagne donc d'un alignement politique, et Che Guevara réclame auprès des soviétiques plus d'aide. Il fut cependant confronté à de nombreuses difficultés dans ses tâches de réforme. L'économie cubaine est souvent archaïque. Guevara fait de la lutte contre la bureaucratie naissante une de ses priorités. Par ailleurs, le matériel envoyé par le bloc soviétique est souvent de mauvaise qualité ou obsolète. C'est à ce moment que Guevara commence à perdre la foi envers le modèle soviétique et stalinien, qui l'animait depuis le Guatemala, pour développer sa propre vision du communisme. Guevara joue un rôle clé dans la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, en négociant à Moscou avec Raúl Castro auprès des Russes l'implantation de missiles balistiques nucléaires sur l'île. Che Guevara pense alors que l'installation des missiles soviétiques peut protéger Cuba de toute attaque militaire américaine. Dans une interview au journal britannique le Daily Worker, quelques semaines après la fin de la crise, il déclarera que si les missiles avaient été sous contrôle cubain, il les aurait utilisés. 2 ans plus tard, en décembre 1964, Guevara voyage à New York comme chef de la délégation cubaine à l'ONU, où il prononce le 11 décembre un discours à l'Assemblée générale contre la politique étrangère américaine. Il condamne l'incapacité de l'ONU à affronter la politique brutale de l'apartheid en Afrique du Sud et dénonce la politique américaine envers sa population noire. Il y déclame aussi devant une assistance stupéfaite « Oui, nous avons fusillé, nous fusillons et nous continuerons de fusiller tant qu'il le faudra. » L'année suivante, en février 1965, il est à Alger et fait son dernier discours sur le devant de la scène internationale. Selon le Che, les pays socialistes ont le devoir moral d'arrêter leur complicité tacite avec les pays de l'Ouest exploiteurs. Il n'y a pas de frontières dans cette lutte à mort. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à ce qui se passe dans n'importe quelle partie du monde. La victoire de n'importe quel pays contre l'impérialisme est notre victoire, tout comme la défaite de quelque pays que ce soit est notre défaite. 2 semaines après son retour à Cuba, où il est accueilli par Fidel, il disparaît littéralement de la vie publique. Pressé par les rumeurs et les spéculations internationales quant au destin du Che, Fidel Castro déclare le 16 juin 1965 que le peuple sera informé à propos du Che quand lui-même l'aura décidé. Le 3 octobre, Castro dévoile une lettre non datée écrite par Guevara à son attention, dans laquelle il réaffirme sa solidarité avec la révolution cubaine, mais déclare son intention de partir combattre à l'étranger pour la révolution. Il annonce également sa démission de tous ses postes au gouvernement, au parti et dans l'armée.
Il renonce aussi à la citoyenneté cubaine qui lui a été donnée. D'après Ahmed Ben Balla, qui était président de l'Algérie à l'époque et avait beaucoup discuté avec Guevara, la situation en Afrique semblait avoir un énorme potentiel révolutionnaire, ce qui amena le Che à la conclusion que l'Afrique était le maillon faible de l'impérialisme. C'est à l'Afrique qu'il décida de dédier ses efforts. Guevara arrive au Congo le 24 avril 1965. Un contingent d'environ 100 Afro-Cubains les rejoint un peu après. L'arrivée du Che est tenue secrète, même pour les membres de la guérilla congolaise. Le but du Che est d'exporter la révolution cubaine en formant les combattants Simba à l'idéologie communiste et aux stratégies du combat de guérilla. Mais l'incompétence des rebelles congolais, leur intransigeance et leur rivalité interne sont citées dans son livre « Journal du Congo » comme les raisons principales de l'échec de la révolte. Au lieu de s'assurer le soutien des populations locales, les combattants congolais pillent parfois des villages et tuent des civils. Après 7 mois de frustration, malade de la dysenterie et souffrant de l'asthme, débordé par les troupes de Mobutu, Guevara quitte le Congo avec les survivants cubains. Ils doivent abandonner une bonne partie des combattants congolais faute de place dans les embarcations. Quelques semaines plus tard, quand il écrit la préface de son journal du Congo, il la commence avec ces mots. « Ceci est l'histoire d'un échec. » Pendant cette période, Castro continue à demander son retour à Cuba. Guevara y consent, quittant la Tchécoslovaquie pour Cuba le 19 juillet 1966, mais à condition que sa présence y reste secrète et que son séjour serve à organiser une nouvelle révolution en Amérique latine. Dans un discours en mai 67, l'année suivante, le ministre de la Défense cubain annonce que Guevara sert la révolution quelque part en Amérique du Sud. Ce sera la Bolivie. Il part à La Paz le 3 novembre 1966 via le Brésil avec un faux passeport et passe déguiser les différents contrôles sans encombre. Le 11 mars 1967, 2 déserteurs sont capturés, ce qui alerte le gouvernement bolivien qui demande alors l'aide des États-Unis et des pays voisins. Sur indication des déserteurs, le campement est découvert, ainsi que peu après de nombreuses caches qui contiennent des documents, des vivres, des photos qui servent à identifier le Che par la CIA. Guevara pense avoir uniquement affaire à l'armée bolivienne, mal entraînée et mal équipée. Cependant, quand le gouvernement américain apprend sa localisation, la CIA et les forces spéciales sont envoyées pour entraîner et soutenir les militaires boliviens. 7 mois plus tard, le 8 octobre 1967, le campement est encerclé. Après 3 heures de combat, le Che est capturé. Il se rend après avoir été blessé aux jambes et avoir vu la culasse de son fusil détruite par une balle. Selon les soldats boliviens présents, il aurait crié « Ne tirez pas, je suis Che Guevara et j'ai plus de valeur pour vous vivant que mort. » L'agent Rodriguez donne des instructions pour l'exécution à Mario Terán, un sergent de l'armée bolivienne, afin que les blessures infligées à Guevara aient l'air d'avoir été reçues au cours d'un combat. Le 9 octobre au matin, le gouvernement de Bolivie annonce la mort de Che Guevara. Il avait 39 ans. Le 21 novembre 1995, Mario Vargas Salinas, général bolivien à la retraite, déclare au New York Times que le Che est enterré sous la piste d'aviation de Valle Grande. En juin 1997, des géologues cubains et des anthropologues judiciaires argentins exhument les ossements de 7 personnes dans une fosse commune de l'aéroport de Valle Grande. Le médecin cubain responsable de l'opération identifie le corps du Che dont la dépouille est renvoyée à Cuba en juillet 1997, 30 ans après sa mort.
La plupart des biographies montrent que le personnage de Guevara est bien plus complexe et contrasté que le portrait de révolutionnaire romantique qu'en font certains de ses partisans, ou que l'image de monstre sanguinaire qu'en donnent ses détracteurs. Cela dit, lorsqu'il était retenu prisonnier par l'armée bolivienne, de nombreuses personnes sont venues lui rendre visite, dont l'institutrice du village, qui lui a apporté à manger et relatera un échange avec le Che lors de leur dernière rencontre. Pourquoi, avec votre physique, votre intelligence, votre famille et vos responsabilités, vous êtes-vous mis dans une situation pareille ? Pour mes idéaux, répondit-il. Je me suis servi d'Internet pour écrire ce récit. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.